Bien, alors bienvenue dans un territoire qui peut paraître un peu hostile au premier abord, effectivement, qui est en plein changement et en marge donc, du congrès de l'Institut des Amériques qui s'est clôturé hier mais qui n'était pas complètement clos. Yves a eu du mal d'ailleurs à le clôturer puisqu'effectivement ça continue un petit peu aujourd'hui. Quand on a pris en charge l'organisation du congrès il y a 2 ans, plusieurs laboratoires de géographie qui ont participé à l'organisation du congrès s'installer tout juste sur le campus Condorcet, donc sur la commune d'Aubervilliers. Et on avait à cœur de découvrir un petit peu ce territoire sur lequel on s'est intégré. Les géographes, souvent, c'est ce qu'on aime faire, regarder où on met les pieds, où on arrive pour longtemps et puis pour beaucoup pour travailler. J'avais en souvenir personnellement, en marge du congrès des Latin American Studies Association à Chicago il y a quelques années, 2 visites également un peu off de la ville de Chicago par ses espaces cultivés et par ses quartiers hispaniques qui m'avaient beaucoup marqué. Et également, on avait pu aller en marge de la marge, visiter les abattoirs en friche de Chicago qui avaient donné lieu dans la contre-culture des années 80 à l'émergence de la house music avec des mouvements sociaux d'envergure, d'activistes, etc. Et j'avais été très marquée en tant que jeune chercheur à l'époque par ce type d'organisation en marge des congrès plus officiels. Alors, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le fort d'Aubervilliers qu'on va aller précisément visiter, explorer, puisque ça, c'est aussi une autre pratique qui devient en vogue et qui s'institutionnalise un petit peu, notamment derrière un historien, donc Nicolas Offenstadt, qui est un collègue de Paris 1, qui même en 2018 a organisé des journées d'études sur l'exploration urbaine, puisque même les historiens, plus seulement les géographes évidemment, trouvent un intérêt dans l'exploration urbaine, qu'elle soit pour y trouver des traces de patrimoine, mais également de patrimoine ancien, mais évidemment de patrimoine vivant, très actuel. C'est le cas évidemment au fort d'Aubervilliers, qui a été construit en 1843, qui a eu tout un nombre d'usages qu'on vous rappellera sur place, militaires premièrement, puis plus artistiques récemment, et qui est actuellement en voie de rétrécissement, si je peux dire, dans le cadre, et c'est l'autre thème évidemment qu'on va aborder aujourd'hui, des Jeux Olympiques 2024. Il y a moins d'un mois ont été rasés ici, vous voyez, 7 hectares de jardin ouvriers, donc le jardin des vertus, qui étaient donc cultivés par la population depuis 1935, pour y construire non pas une piscine olympique, mais un solarium visant non pas n'ayant pas pour viser l'utilisation des nageurs de la natation, mais pour amortir les coûts de construction, donc pour ensuite en faire des spas, solariums pour la population. Sauf qu'évidemment, ça se fait sur un territoire en marge, pauvre, alors en voie d'intégration évidemment au Grand Paris, dans un contexte de renouvellement urbain très rapide. Et donc, il y a beaucoup de mobilisation. Donc, c'est aussi un des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, en plus des sports, des Jeux Olympiques, c'est celui des mobilisations autour de ces jardins, mais pas simplement. On a fait un tour. Alors, tout est très organisé, vous allez voir, c'est pas une vraie exploration urbaine très spontanée. On savait pas combien on serait, et puis voilà, on avait à cœur de vous offrir une visite en marge, mais quand même un petit peu officielle. On a des personnes qui ont envie de connaître aussi la richesse de ce qui se passe ici dans le fort. Donc beaucoup de mobilisation à l'intérieur du fort. Et on a tout à l'heure, en explorant, en faisant le tour du fort, rencontré une dame de façon très informelle qui est relogée dans les tours des gendarmes. Vous allez voir, il y a 4 grandes tours dont on va vous parler. 3 ont été complètement expulsées il y a 1 an, mais une est toujours occupée par des personnes qui sont gérées notamment par l'association Caritas, le Secours catholique, etc. Donc c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements, et qu'on vous invite donc à découvrir pendant cet après-midi, heureusement très ensoleillé. Voilà, donc je vous invite à suivre le panneau Fort d'Aubervilliers, c'est par ici, ou à me suivre également. On y va.
Donc Magda Maoui est docteur en urbanisme de l'Université de Columbia, donc on est sur de l'américanisme toujours. Fulbright Fellow et ancienne élève de l'École normale supérieure de Lyon. Elle est agrégée de géographie et possède un master en géographie, système territoire et la décision. Et ses outils méthodologiques sont mixtes, à la fois quantitatifs et qualitatifs. Sa recherche porte sur la circulation de modèles d'urbanisme et de zonage, l'impact des politiques de logement sur la ségrégation socio-spatiale et la gentrification, ainsi que le rôle des acteurs de l'urbanisme public et privé dans la production de grands projets immobiliers dans les quartiers populaires de grandes métropoles, comparaison Paris et New York. Donc on est très content depuis l'Institut des Amériques d'avoir une américaniste comparatiste pour nous parler et d'Aubervilliers et de New York. Et Magda, je te laisse la parole. Merci Morgana, merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. J'imagine que vous avez eu 3 longs jours riches en événements, en émotions, en informations pendant le congrès du coup de l'Institut des Amériques, et je vous remercie d'être là sous ce beau soleil pour nous écouter aujourd'hui pendant ce format un peu différent d'exploration ou de balade urbaine. Je tiens à remercier Morgana Herrera et puis également Marion Magnan, Guillermo Vargas et puis les autres personnes qui ont organisé ce congrès et qui m'ont proposé de faire ce format qui me plaît particulièrement. D'une part parce que j'ai une passion pour les chantiers, je vous expliquerai pourquoi, et puis d'autre part parce que mon travail de thèse, ma recherche porte sur ce lieu-là. Je vais commencer la conversation, ou en tout cas la présentation, par un moment de parole toute seule avec ma coéquipière qui présentera les images. Et je pense qu'on aura 5 minutes, 10 minutes à la fin pour échanger si vous avez des questions, des envies de réagir, etc. Je vais commencer en vous parlant en vous présentant une petite vidéo qui dure exactement 1 minute. C'est un extrait du documentaire Le Joli Mai de Chris Marker qui sort en 1963. Et pour celles et ceux qui connaissent ce documentaire, on est sur une sorte de chronique des restructurations de la ville de Paris en 1962. Merci. On est sur un fond de 30 glorieuses, Paris se transforme puisqu'on a tous les effets de l'exode rural d'après-guerre. On a aussi des vagues issues de l'immigration qui commencent à restructurer la ville. On a aussi la sortie de la guerre d'Algérie avec l'indépendance de l'Algérie en 62. Bref, il y a beaucoup de choses dans ce documentaire. Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le Joli Mai se passe beaucoup à Aubervilliers. Et donc, il y a cette scène que je vais vous présenter. Je vais vous la montrer pour vous. Alors, c'est 2 experts, 2 architectes qui sont sur un chantier et j'ai identifié ce chantier comme étant voisin d'ici. Et ils se baladent et ils essayent ensemble de réfléchir à une utopie, une vision de ce que la construction de logements pourrait être pour Aubervilliers et pour Paris en général. Et vous allez voir qu'on n'est pas sur des choses qui ont changé beaucoup entre 1962 et aujourd'hui. Je vais essayer de... Pardon. Alors, on va y arriver. Excusez-moi. Pas céleste ville de petits pavillons qui dit chacun, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus chouette. Non, un céleste ville de gens qui sont heureux. Exactement. Parce que finalement, tout ce que ça reflète qui se fait actuellement, c'est qu'on s'emmerde à vivre ensemble. On se fait chier. Et en réalité, ce que ça suppose, ce que tu dis, y compris les changements dont on parlait, les autres changements que les changements d'architecture, c'est que à un certain moment, les architectes ils se disent mais c'était pas tant d'être ensemble, c'est pas ennuyeux. C'est pas ennuyeux, c'est pas une lourde nécessité. Je finis cette citation et on va passer du coup à ma chère collègue, la présentation de ce lieu. On est sur une photo aérienne qui vous situe un petit peu dans l'endroit où on est. Donc, je vais passer comme ça. Donc, si vous regardez, ici, vous êtes venus de ce point-là. On était au niveau du fort d'Aubervilliers. Oui, peut-être rassemblez-vous pour qu'on puisse un peu faire en sorte que tout le monde voit. Ici, on est sur donc, la sortie du métro fort d'Aubervilliers, le théâtre Zingaro qui se trouve ici. Nous sommes là, d'accord ? Le cœur de fort se trouve ici, et c'est un endroit dans lequel vous allez déambuler tout l'après-midi. Derrière nous, ici, sur ce chantier, ce magnifique chantier derrière nous, c'est le secteur qu'on appelle Jean Jaurès, et puis les tours gendarmes sur lesquelles je reviendrai plus tard. Ça, c'est pour vous situer un petit peu. Je vais te prendre cette image, ma chère. Voilà, tu tiens comme ça. Hop là. Donc ici, nous sommes sur une carte qui vous permet de situer un petit peu Aubervilliers et le fort d'Aubervilliers à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville. Et puis surtout, ça me permet de vous situer dans Paris. Nous sommes, comme vous l'avez, j'imagine, vous le savez déjà, on est au nord-est donc de Paris,
on se situe en fait dans la petite couronne du Grand Paris, à exactement 2 km du périphérique. Gardez bien ça en tête, j'expliquerai pourquoi dans un instant. C'est bon ? Ouais, on est assez bonne hein, cet exercice. Ok. Du coup, ce que j'aimerais expliquer, c'est que on est sur un grand chantier de construction qui est situé sur les communes d'Aubervilliers et de Pantin. C'est intéressant parce qu'on voit là la transformation d'un ancien site militaire en quelque chose qui est devenu pendant longtemps une friche urbaine et qui aujourd'hui porte un peu l'ambition, est porté par l'ambition de plusieurs acteurs d'en faire un écoquartier, voilà, un nouveau projet de logement dans la ville d'Aubervilliers. Moi je vous propose une introduction à cette balade urbaine qui va être un peu différente de présentations fantastiques dans pas longtemps d'autres acteurs qui font le territoire. Je vais vraiment réfléchir sur le chantier du futur projet d'écoquartier. C'est parce que j'ai une passion pour les chantiers, c'est aussi parce que je m'intéresse en fait aux politiques de logement, au rapport de force entre acteurs publics quand ils tentent de construire plus de logements en général et de logements sociaux en particulier. Du coup, je vais faire une première partie plutôt sur les grandes lignes du chantier, sur comment il s'est articulé au cours du temps, les longues négociations et puis surtout la très lente genèse depuis les années 70 pour que ça devienne le projet résidentiel que c'est aujourd'hui. C'est un projet qui résume pour moi tous les paradoxes du Grand Paris, de sa structuration, les limites de la gouvernance métropolitaine, les risques de gentrification qui sont associés à ce projet également. La seconde partie, elle sera un peu comparative, d'où l'utilité du coup de participer à cette exploration organisée par l'Institut des Amériques. Je vais vous emmener à Spanish-Harlem, dans un quartier, un écoquartier plus spécifiquement, qui est en tout point similaire au fort d'Aubervilliers. Ça s'appelle Sendero Verde et c'est dans Spanish-Harlem à New York. Je vous en dirai plus dans un instant. Je fais cette comparaison vraiment pour souligner combien nos acteurs publics et notre modèle de construction d'une certaine mixité sociale par le logement fait que grosso modo, et même si vous le verrez, j'ai des critiques par rapport à ce projet, on s'en sort pas mal avec le fort d'Aubervilliers. Dans un monde où on a de toute façon de plus en plus de projets qui sont construits avec du capital public et privé, il faut réfléchir aux moyens de continuer à alimenter un projet de justice sociale et dans un gradient que je vous montrerai, on a Fort d'Aubervilliers qui s'en tire mieux que Sendero Verde par exemple. Quelques chiffres, fermez les yeux, détendez-vous, 36 hectares, 2 phases d'aménagement. La première phase ouvrez les yeux, la première phase d'aménagement, elle se situe ici sur le secteur de Jean Jaurès. La seconde, elle va occuper du coup le cœur de fort, le secteur gare qui va être ici puisque ce sera l'extension de la ligne 15. Et puis la démolition des tours gendarmes où il va y avoir une reconstruction d'une offre de logement équivalente. On est sur 1800 logements, 900 par ici, 900 sur toute cette partie-là. Un centre nautique va être construit près du coup du métro Fort d'Aubervilliers, c'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont rasé. Il y avait avant des abribus, des tas de choses, elles ont été justement enlevées parce qu'ils préparent le projet de centre nautique. C'est un centre nautique qui ne sera pas pour des épreuves à véritablement, à proprement parler. On est sur un centre nautique d'entraînement qui servira ensuite, selon donc, le cahier des charges de la mairie d'Aubervilliers, aux élèves, aux jeunes d'Aubervilliers, par principe. Pas par principe, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, excusez-moi, en principe. On est aussi sur presque 40 000 m² de bureaux et d'activités et puis de commerce. Du coup, je reviens un moment sur des dates historiques. Et là, voilà, donc ma chère collègue va vous présenter un extrait de quelques archives historiques. On a justement une représentation du fort d'Aubervilliers, des archives militaires et puis une photographie aussi d'officiers qui se tiennent devant l'ancienne grande entrée du fort. Alors pour rappel, on est sur une phase de construction du fort en tant qu'infrastructure militaire. En 1843, les travaux s'achèvent en 1846. C'est un des 16 ouvrages militaires qui avaient été conçus par Adolphe Thiers, donc sous Louis-Philippe. Et l'idée, c'était qu'il fallait que ça contrôle le passage de la route de Flandre, donc actuellement en route nationale 2. C'est vraiment une architecture classique d'ouvrage militaire du 19e siècle et en fait vous le verrez à travers surtout votre déambulation vers ce côté-ci du site, on est vraiment sur une identité militaire
que les acteurs actuels voudraient conserver, avec des remparts qui vont être conservés, une sorte de patrimoine un peu, à ne pas raser. Donc ça reste une identité forte du site. Le site n'a pas du tout accueilli de logement pendant des décennies, depuis l'achèvement des travaux au 19e siècle. Ça a été plein de choses. J'ai une liste assez ridiculement longue de plein de choses que les gens ont pitché pour ce lieu, mais j'en ai retenu quelques-unes. En 1920, c'est un laboratoire de recherche en radioactivité où Pierre et Marie Curie travaillaient. Dans les années 1920, du coup, c'était un laboratoire de radioactivité. Dans les années 30, précisément en 1935, on a eu la création de jardins familiaux qui sont des éléments aussi très importants de ce site. C'était d'abord fondé par la Société des jardins ouvriers des Vertus. C'était au pied des fortifications du fort. Vous le saisissez, je parle au passé puisqu'ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là et ça fait partie d'une de mes grandes critiques de ce projet, bien évidemment, parce que je vous expliquerai pourquoi les concepteurs du projet ont décidé que les espaces verts existants, qui pourtant étaient assez fondateurs et importants, pas seulement parce que ça permettait de créer du lien social, que c'était un pilier de la vie culturelle du quartier, ils ont décidé qu'ils allaient les raser, mais qu'ils allaient les recréer, ce que je trouve particulièrement absurde. Mais je vous expliquerai ce que leur argument est dans un moment. Donc, je reprends, 1920, laboratoire de radioactivité. Années 30, on a cet important lieu de jardins familiaux qui sont créés. Fin des années 80, ça devient un pilier aussi de la vie culturelle, musicale, artistique, puisque on a le théâtre équestre Zingaro qui est créé. Souvent, beaucoup de personnes associent Aubervilliers au théâtre Zingaro, en tout cas le fort d'Aubervilliers au théâtre Zingaro. Ça devient aussi un symbole du lieu. Alors toutes ces expérimentations, toutes ces évolutions, il y a une seule continuité, un seul élément de continuité, c'est que ce site, ce fort, il a été propriété de l'État tout le long en fait. Donc c'était aux mains de l'AFTRP, ce qu'on appelait l'AFTRP à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça fait comme si j'étais vivante, mais pas du tout. Donc l'AFTRP, à l'époque de mon temps, qui aujourd'hui s'appelle Grand Paris Aménagement. Alors ne vous laissez pas, on pourrait penser que c'est le Grand Paris à l'échelle métropolitaine qui gère. On est vraiment sur une gestion par l'État. L'AFTRP en fait réfléchit à un projet de résidentiel dès les années 70, mais ça prend énormément de temps. Une raison toute simple, c'est que dans les années 70, on pense qu'on pourrait éventuellement allouer ce terrain à peu près vide ou peu utilisé ou sous-utilisé à du logement, mais que l'urgence ne se fait pas sentir, qu'on n'est pas encore sur une logique de croissance urbaine et démographique assez importante pour qu'on se mette tout de suite à sortir les grues, etc. Donc c'est vraiment sur la décennie 2000-2010 qu'il va y avoir ce basculement et que tout va se mettre en place pour penser l'écoquartier. On va passer du coup, merci Morgana pour ta patience, j'imagine que ça fait travailler les bras. Merci. Non, comme ça. Ouais, exactement. On va passer sur un schéma. Alors un schéma parce qu'on adore les schémas, les schémas ça clarifie tout dans la tête des gens et surtout dans ma tête à moi. Alors si vous voyez ce schéma, on est sur 3 niveaux que je vais vous expliquer assez rapidement. C'est un schéma que je tire des documents de travail de l'agence d'architecture en charge du projet. C'est l'agence Nicolas Le Buntel qui a du coup décroché l'appel d'offres. Leur idée, elle est triple. On est sur une logique de désenclavement. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un terrain qui était avec beaucoup de choses qui obstruaient le passage, des remparts, des cloisons, des sous-ensembles qui ne communiquaient pas nécessairement entre eux, qui n'étaient pas dans le langage architecte que je n'aime pas nécessairement toujours, c'était pas assez aéré, oxygéné. Et du coup, il y a tout un travail de terrassement en fait, et ce qu'on appelle du travail de confortement des sols qui a été fait. Vous l'aurez saisi, on est sur cette phase-là pour le moment. Il faut faire preuve d'imagination, fermer les yeux ou les ouvrir selon ce que je vous dis, mais voilà, on n'a pas de projet fini encore pour le moment, on est vraiment au tout début de la phase de construction, mais voilà, on est sur cette phase où on a fait des travaux de confortement et de terrassement. La deuxième logique importante de transformation de ce site, c'est en lien avec les espaces verts. Alors, il y avait des jardins familiaux ici, très important, je l'ai expliqué, vraiment un fondement, un pilier de la vie du quartier, qui ont été rasés après
énormément de mobilisation de la part de plusieurs collectifs. Je reviendrai là-dessus dans les critiques. Il a été le secteur des jardins familiaux a été rasé parce que les ingénieurs et les urbanistes en charge du projet expliquaient que le site ici précisément était le seul sur lequel on pouvait construire 900 logements. Apparemment, il y a des propriétés de sol, etc., qui font que voilà, c'est là. Je trouve quand même, bien évidemment, et je trouve que c'est un peu difficile de justifier ce déplacement des jardins familiaux, même pour des raisons d'ingénierie ou de nécessité technique. Ça a un peu entaché un projet qui par ailleurs est très intéressant et à mon sens plein de potentialités. Cette histoire d'enlever ou de déraciner les jardins familiaux pour venir les recréer ailleurs. C'est-à-dire qu'on est sur un projet d'écoquartier où il faut absolument qu'il y ait plus de 5% de la superficie de tout le terrain constructible qui soit alloué à des espaces verts. Donc ça veut dire que de toute manière, ça ne va pas être un projet de bétonisation, on ne va pas du tout être dans la surdensification qui n'est pas verte, mais on va recréer une biodiversité qui n'est pas nécessairement aussi respectueuse de l'histoire de la biodiversité du quartier qu'on l'aurait aimé. Troisième logique, donc de transformation du site de construction, c'est une logique en fait de reconnexion avec tout ce qu'il y a au-delà du périmètre du site. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez saisi en venant du fort d'Aubervilliers qu'on va avoir le centre nautique, l'extension de la ligne 15 qui va venir vraiment reconnecter Aubervilliers plutôt à l'intérieur de Paris, pour dire les choses simplement. On a également plusieurs projets très importants de logement qui sont hérités de la période d'après-guerre, modernistes, très imposant, plutôt assez caractéristique en fait de la vague de construction de HLM d'après-guerre jusque dans les années 60-70. Et en fait, ces projets-là, comme les Courtillères de Pantin, comme également la Maladrerie ou Émile Dubois, sont des projets qui sont soumis à des programmes de rénovation très importants. Alors, quand on dit rénovation, il y a plusieurs choses que ça peut signifier. On peut avoir de la rénovation qui est juste du ravalement de façade, de la réhabilitation. Personne ne bouge, voilà, on retape quoi. On a de la rénovation aussi qui est synonyme de démolition. C'est le cas par exemple de la Maladrerie et d'Émile Dubois où quand on dit démolition, on pose la question du relogement. Où est-ce qu'on va reloger les personnes qui sont sorties de leur habitat? Est-ce qu'on va les reloger dans le quartier? C'est toujours très difficile pour l'Agence nationale de rénovation urbaine de reloger sur site. Mais en l'occurrence, le projet du fort d'Aubervilliers s'est engagé, ou les acteurs derrière le projet se sont engagés à ce qu'une partie des logements sociaux soit à destination des personnes qui seraient relogées. Donc c'est un peu ça la logique que j'essayais d'exprimer, cette grande troisième caractéristique de ce chantier de construction. Voilà. Alors quelques chiffres, des petits repères. On est sur un projet qui a pris beaucoup de retard, déjà à cause du Covid. Qui dit retard dit coût supplémentaire invoqué ou associé. Mais on est sur un écoquartier qui coûte entre à peu près 100 et 150 millions d'euros. En comparaison, quand vous pensez à l'écoquartier de Clichy-Batignolles, on est sur environ 500 millions d'euros. Je vous donne ces chiffres-là, non pas pour en tirer des conclusions, c'est parce que juste les chiffres, ça permet de consolider le propos et de venir illustrer certaines choses que je vous dis. On est sur, ici, 1800 logements. La ZAC de Clichy-Batignolles, qui peut-être est un peu plus connue du public, on est sur 3400 logements. C'est pour vous donner des éléments de comparaison en termes de taille. La piscine, elle va coûter, techniquement elle coûtait 25 millions d'euros, là on est sur du 34 parce qu'il y a eu des retards, parce qu'il y a eu des imprévus en termes de calendrier, de détails de construction. Et puis l'extension de la ligne 15, elle représente 5,5 milliards d'euros avec une amende possible pour la ville d'Aubervilliers si le chantier est en retard avant 2024. Donc toutes ces choses-là vous situent un petit peu sur l'importance aussi économique de ce site, de ce chantier de construction, sachant qu'en comparaison, pour contexte, le prix total de l'extension du Grand Paris Express, du réseau de transport public dans le Grand Paris, c'est 42 milliards, dont la moitié a été déjà dépensée en mi-2020. Donc là, on est sur du 5,5 milliards pour l'extension de la ligne 15. Les Jeux Olympiques, qui sont aussi très associés en contexte de ce projet, c'est 7 milliards d'euros, avec donc 4 qui sont pris en charge par l'acteur public, par le comité des Jeux Olympiques, et puis 3 milliards par Solideo. On va passer à présent. Merci.
Rapidement sur les futures phases, parce que je vous ai parlé de chiffres, je vais vous donner encore des dates, un peu moins historiques cette fois-ci, vraiment sur le phasage du chantier, où du coup, à partir de 2006-2010, on a les experts qui se réunissent entre eux en petits comités avec Grand Paris Aménagement, pour réfléchir véritablement, donc on est vraiment à l'échelle État, pour réfléchir entre eux à ce que cet écoquartier va devenir. De 2010 à 2014, on commence à intégrer les échelons infra toujours des acteurs publics, donc on commence à parler avec la région, on commence à parler avec l'intercommunalité, donc pleine commune, et on commence à parler avec la commune, à savoir la mairie d'Aubervilliers. Ensuite, le site, il est vraiment lancé de 2014 à 2019, on commence à préparer le terrain, à la fois avec des études techniques, des études préliminaires, et puis la mise en place de tas de conventions, de contrats avec les différents acteurs qui vont venir soit préparer toute la phase de terrassement, soit les acteurs qui vont être bailleurs sociaux ou promoteurs immobiliers, etc. Et les dernières phases qui nous mènent jusqu'en 2025, c'est maintenant la date officielle de fin du chantier, ça intègre véritablement du coup la phase plus logement, avec celle-ci qui va être finie en premier, les 900 logements du secteur, ce qu'on appelle le quartier Jean Jaurès. Voilà. Ce schéma-là, vous n'arrivez pas clairement à le lire, je vais le passer en fait à un moment donné après la présentation pour les personnes curieuses. Il permet juste de représenter deux grandes phases de ce chantier. C'est des phases classiques en urbanisme. En France, on a du coup la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'ouvrage, c'est tout ce qui est l'amont du projet, tout ce qui va se décider au tout début. Alors qu'en aval, on va parler de maîtrise d'œuvre. Et en l'occurrence, ici, on est véritablement sur l'acteur public qui verrouille tout pendant la période en amont. L'acteur privé, si vous le voulez, ne viendra intervenir qu'à la fin, au moment où il s'agira du coup de vraiment lancer la phase de construction de logement. Si vous le voulez, main dans la main ou à côté des bailleurs sociaux qui, eux, vont se charger de la partie plus logement social. J'insiste sur cet amont-aval parce que, selon moi, c'est une des forces du modèle de la zone d'aménagement concerté de l'écoquartier à la française, c'est qu'on ne fait pas intervenir les promoteurs privés, même s'ils ont du capital à injecter dans le projet, au tout début. On les fait intervenir une fois que les adultes ont discuté, qu'ils se sont fixés sur voilà, la logique de redistribution, la part des logements sociaux, etc. Et c'est ensuite qu'on va faire intervenir les sous, entre guillemets. Non, je rigole. On passe du coup à la suite. Merci beaucoup. Excusez-moi, pardon. Du coup, avant de passer à la partie plus comparative de cette présentation, je vais juste conclure sur une transition importante. Je vous ai donné des éléments factuels assez, qui permettent de poser les traits du chantier de construction. J'ai beaucoup de critiques à émettre sur ce projet. Je vais en émettre peut-être deux seulement. J'ai assez parlé des jardins familiaux. On est au clair. Je vais parler des tours gendarmes qui, j'ai souligné combien il y a un effort véritable des acteurs publics qui sont impliqués pour venir reloger les personnes qui vont être déplacées à cause des opérations de rénovation urbaine sur la Maladrerie, sur Émile Dubois. Mais en fait, les tours gendarmes, qui sont actuellement des centres d'accueil transitoire de réfugiés et de personnes issues de l'immigration, on a une démolition sans plan en fait, de reloger ou de recréer. Il va y avoir un centre de jeunes travailleurs qui va être inclus dans l'écoquartier, donc ça c'est déjà un bon point. Mais à mon sens, il y aurait pu avoir plus. J'insiste sur le fait qu'il y a bien un centre qui va venir accueillir une petite portion des habitants qui sont là actuellement. Mais dans le processus de gestion du chantier, sur cette partie qui est vide, les habitants qui occupent au jour d'aujourd'hui les tours gendarmes n'ont pas du tout été consultés. Il n'y a pas eu un travail de communication assez fort. Ça se ressent beaucoup quand on parle avec les habitants qui, jusqu'à ce mois-ci, en fait, ne savaient pas exactement quand est-ce qu'ils allaient être délogés, ce qui allait advenir. Là, on a confirmation qu'il y a démolition qui va avoir lieu, mais le travail en fait de relogement n'a pas été bien fait ou de remplacement de cette option de logement transitoire n'est pas idéal à mon sens. Ces deux facteurs sont des limites dans ce projet.
mais ça n'empêche pas que je considère qu'il y a des éléments très intéressants, des leçons à tirer de cette manière de faire les écoquartiers dans le Grand Paris. Et je vais vous montrer comment. Je vais essayer de faire une sorte de mini-miroir avec le projet Sendero Verde dont je vous parlais il y a un instant à Spanish Harlem, pour vous montrer que par la force des acteurs publics, par la force d'outils de zonage et d'urbanisme qu'on a, qui sont vraiment notre boîte à outils en France, l'écoquartier du fort d'Aubervilliers s'en sort pas mal en comparaison. Donc vous l'avez saisi, là on a une petite carte juste pour vous situer. On est sur la métropole donc de l'aire métropolitaine de New York, la métropole du Grand Paris. Ici les deux sites en question, Sendero Verde et puis fort d'Aubervilliers. Et je vais du coup, c'est juste une manière imagée de faire une transition vers le projet suivant. Cette photo je l'ai prise pour vous montrer qu'on est sur un chantier de construction frère ou sœur ou ce que vous voulez, voilà, miroir de ce projet. On est sur une superficie égale, en plein cœur de Manhattan. Cette photo, je l'ai prise en plein pic de pandémie parce que c'est pour vous introduire aussi la nature du site. On est sur un quartier populaire qui a été extrêmement touché par la pandémie du Covid, j'allais dire de la Covid-21, je sais pas pourquoi. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette pandémie, la Covid-36, bon bref. Et en fait, il y a eu énormément de victimes de la pandémie dans ce quartier en particulier, parce qu'il y avait des tas de facteurs qui, mis ensemble, faisaient que la vulnérabilité était immense dans le quartier de Spanish Harlem. Je l'ai mis cette photo pour vous souligner la correspondance en termes de taille, mais aussi pour signifier que c'est un chantier qui provoque beaucoup d'attachement. Les habitants se demandent ce qui va arriver à ce chantier de construction. Alors il y a quelqu'un qui s'est amusé ou qui a passé beaucoup de temps à tisser avec du tricot le message suivant: El Barrio loves you, qui veut dire en gros, El Barrio c'est le quartier, c'est le surnom qu'on donne à Spanish Harlem pour signifier qu'il y a une mobilisation en fait politique autour de ce chantier, et je vais dire pourquoi dans un instant. Autre métrique de comparaison vraiment. Comme ça. Ouais. Alors, autre métrique de comparaison, c'est que là, on n'est pas à 2 km du périphérique dans la petite couronne, mais on est dans un endroit un petit peu excentré de Manhattan, plutôt au nord, et en même temps un endroit qui est ultra connecté à des zones extrêmement dynamiques. Par exemple, on se trouve vraiment à la pointe nord-est de Central Park. On est, si vous le voulez, juste au nord de l'Upper East Side. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont regardé Gossip Girl dans leurs jeunes années malheureuses, vous savez que c'est vraiment un quartier très huppé, qui est à proximité en fait du quartier qui a concentré le plus de logements sociaux à New York et qui continue de concentrer la plus forte part de logements sociaux à New York. Donc je vous resitue un petit peu, on est là, à ce niveau-là. Et ce quartier, en fait, il est en cours de transformation puisqu'il a été mangé, rogné littéralement, progressivement par des vagues de gentrification venant de l'ouest de Harlem, gagnant Central Harlem et arrivant jusqu'à Spanish Harlem, donc l'est de Harlem, et aussi par en haut, du sud vers le nord, côté Upper East Side, parce qu'il y a eu beaucoup de logiques de redéveloppement, de transformation immobilière, pas seulement résidentielle. Beaucoup de cette gentrification d'East Harlem se fait par des infrastructures hospitalières et par des infrastructures universitaires avec l'Université de Columbia. On va passer du coup... J'ai pas le temps, mais je pense qu'il faut qu'on accélère un tout petit peu. Ouais. Je conclue rapidement. Du coup, on est sur un projet qui est similaire en tout point en termes de performance environnementale, en termes d'exigence énergétique. Le promoteur immobilier derrière ce projet, qui s'appelle Jonathan Rose, il est, si vous le voulez, une espèce de gourou actuellement de la promotion immobilière qui veut faire du logement social très durable. Alors il en a fait son business pour beaucoup de raisons, aussi parce que c'est très lucratif comme secteur, puisque la force publique ne construit pas assez de logements sociaux. Il a considéré très tôt, contrairement à d'autres collègues à lui, que c'était un secteur lucratif dans lequel il fallait investir. Et si vous le voulez, il bénéficie de beaucoup d'aides fédérales pour justement construire du logement social à valeur environnementale. Un élément de comparaison, toujours pour signifier qu'on est sur une forme assez similaire en termes de chantier de construction. Les deux ont fait preuve
d'une ingéniosité d'un point de vue urbanistique pour construire plus, pour densifier plus et pour ajouter des unités de logement. En fait, sur ces sites-là, on ne peut pas construire, par exemple sur ce site-là, techniquement on ne peut pas construire 1800 logements. Mais les acteurs publics se sont mobilisés en disant c'est un lieu qui peut nous permettre de résoudre, entre guillemets, la crise, le manque de logement à l'échelle déjà d'Aubervilliers, puis à une échelle plus large aussi. Donc ils ont fait une sorte de modification du PLU, ils ont fait, ils ont utilisé certains outils qui leur ont permis de surdensifier. Idem à Harlem, les acteurs publics ont fait la même chose. Ils ont fait ce qu'on appelle du upzoning. Upzoning, c'est densifier sur le zonage déjà existant pour pouvoir construire plus de logements et donc plus de logements sociaux. Donc quelque chose d'intéressant en soi. Mais en même temps, ces deux quartiers, ou en tout cas ces deux chantiers de construction sont situés dans des quartiers qui sont exactement dans la même situation de tension, si vous voulez, ou de crise, puisqu'on a à la fois, par exemple, pour Aubervilliers, une situation où on a des paramètres tout simples. Aubervilliers, on est à peu près sur 85 000 habitants. On a un taux de pauvreté qui est de 40%, alors que techniquement, pour vous redonner quelques chiffres, on est sur 29% de taux de pauvreté à l'échelle du département de Seine-Saint-Denis, qui lui techniquement est aussi un département relativement pauvre, 15% de taux de pauvreté à Paris et, pour faire une comparaison vraiment à l'inverse, 12% dans les Hauts-de-Seine. À East Harlem, c'est pareil, on est sur un taux de pauvreté de 34%, ce qui équivaut en fait au double du taux de pauvreté à l'échelle de la métropole new-yorkaise, qui elle est à 16% environ. Et ces deux quartiers sont soumis, je l'ai dit déjà, à des logiques de transformation, de gentrification très importants. Par exemple, un seul chiffre à retenir pour East Harlem. Sur l'année en cours, on est passé à un loyer médian de 2300 $ pour un studio, ce qui équivaut à une augmentation de 20% des loyers dans le quartier. En un an, 20% d'augmentation de loyer, c'est absolument incroyable. Et de la même manière, Aubervilliers, c'est un quartier qui va, c'est une ville, et puis ce quartier en particulier du Fort, c'est un endroit qui est à 2 km du périphérique, mais qui va aussi être soumis à des logiques de gentrification. On pense juste au prix au mètre carré, on est sur 3 700 en moyenne dans le Fort d'Aubervilliers, 3 700 € au mètre carré. À Paris, on est sur 10 500 au mètre carré, et 10 500 c'est du médian. Je rappelle que sur les arrondissements intramuros les plus chers, on est sur du 13 000, 14 000. Voilà, donc c'est pour vous expliquer que, évidemment, les logiques de gentrification sont là, elles sont fortes, mais ce qui va faire la différence, et c'est en ça que je conclurai, c'est que... Ah oui. Je vais les tenir les deux parce que c'est mes copines. C'est un peu mes idoles. Il fallait absolument que j'ai évidemment une passion, une admiration sans égale pour deux femmes pour me lancer dans ce projet de comparaison. Je vous présente du coup la maire d'Aubervilliers, l'ex-maire d'Aubervilliers, j'ai encore de la nostalgie, l'ex-maire d'Aubervilliers, Myriam Derkaoui, et la council speaker, Melissa Mark-Viverito. Donc on a deux femmes issues de l'immigration qui ont énormément fait pour la justice sociale dans Aubervilliers en l'occurrence, et à East Harlem pour Melissa Mark-Viverito. Et ces deux femmes, en fait, illustrent, c'était pour vous mettre des visages sur les acteurs dont je parle depuis tout à l'heure. Elle n'a pas réussi, en fait, à être réélue. Il y a eu pour les personnes... Elle, en l'occurrence, n'a pas réussi à être réélue, mais elle a réussi à verrouiller ce projet du Fort d'Aubervilliers. Elle a réussi avec des négociations, mais vraiment hardcore, dans les comités de pilotage, imposer sa vision et la vision de sa mandature d'un projet qui allait œuvrer pour la justice sociale pour les habitants d'Aubervilliers. Bon, elle a été éjectée de la mairie, mais elle a réussi à mener de bout en bout ce projet. Alors que Melissa Mark-Viverito, elle a été victime de quoi? Du fait qu'elle a exactement fait la même chose, la mobilisation de plusieurs acteurs publics à l'échelle du quartier. Elle a proposé un plan, un rapport à la mairie de New York qui était en charge de la décision finale sur Sendero Verde. Et en fait, il a été complètement rejeté, absolument ignoré par les instances qui étaient en charge de la décision à l'échelle municipale. C'est la ville de New York, le maire de New York avec l'acteur privé qui ont tout décidé en niant l'agentialité de Melissa Mark-Viverito et toutes les personnes du quartier. Non, je vais passer ça. Hop là, on passe à la photo de fin. Et donc pour conclure, et pour vous remercier de votre attention, ça donne quoi? Ça donne deux chantiers de construction qui sont représentatifs d'énormément de choses qui sont en train de se faire dans les deux villes. À la fois des logiques qu'on a l'impression de ne pas pouvoir arrêter, ces logiques de transformation, de restructuration, de gentrification.
mais aussi des acteurs publics qui se mobilisent à plein d'échelons. Alors il y en a qui réussissent mieux que d'autres, en l'occurrence Fort d'Aubervilliers, je trouve qu'ils ont quand même mieux réussi qu'à Sendero Verde à Haarlem. Et du coup ça donne quoi? Ça donne un quartier où le projet d'écoquartier n'est pas satisfaisant pour les habitants, donc ils ont le seul recours de sortir dans les rues et de brandir no se vende à propos du quartier, notre quartier n'est pas à vendre. Et puis nous, à Fort d'Aubervilliers, on peut prendre les mesures positives de ce projet qui aurait pu mieux faire, mais qui a quand même peut servir de leçon à mon sens, puisqu'on a eu des acteurs qui se sont mobilisés, qui ont mis en place des périmètres pour fixer les loyers, pour faire en sorte qu'ils n'augmentent pas, qui a mis en place des tas d'outils, hein, j'en mentionnais un pour augmenter justement le potentiel de constructibilité, mais il y a énormément de choses qu'ils ont essayé de faire vraiment dans le détail des rapports, des contrats signés, de l'appel qu'ils ont fait à l'acteur privé, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui peut être reproduit de manière plus solide à l'échelle de pleine commune, à l'échelle du Grand Paris et puis ailleurs. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et le soleil est parti, il est allé faire la sieste. Dans ces quartiers, quand on lance un terrain sportif comme ça en pied d'immeuble, on a beaucoup de garçons et très peu de filles. Parce que les filles investissent un peu moins la sphère publique, parce qu'on était principalement au début sur des sports collectifs, foot et basket, ce ne sont pas les sports qui sont les plus enclins à la mixité. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'on avait 5 à 10% de jeunes filles dans nos programmes d'insertion professionnelle, puisque 80% des jeunes qui sont dans nos programmes d'insertion professionnelle ont transité d'abord par les terrains sportifs. Donc on a mis en place tout un dispositif visant à promouvoir la mixité dans le sport. Et aujourd'hui, on a à peu près 30% de jeunes filles sur nos terrains sportifs. On a diversifié les sports. On propose du tennis, de la danse, de la boxe, de la natation. Magda en a parlé tout à l'heure, la piscine qui sera à Aubervilliers. On a quand même, je crois que c'est un élève sur 3 qui rentre en 6e qui ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, c'est des sports aussi qui sont intéressants et qui peuvent aussi être un peu plus féminins. Et on va travailler aussi dans les programmes d'insertion professionnelle à déconstruire les stéréotypes de genre, parce que quand on fait 10 visites d'entreprise, assez rapidement les filles s'auto-censurent encore plus que les garçons dans ces quartiers, et on va beaucoup travailler sur ces dimensions-là. Tu peux passer. Donc voilà, donc on a un projet de développement qui est ambitieux. On est arrivé en Île-de-France, donc après quasiment 15 ans où on a rayonné dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est arrivé en Île-de-France en 2012 avec un premier centre à Sarcelles, dans le 95. Et puis ensuite, en fait, on a essaimé. Donc c'est toujours le même modèle qu'on va développer dans des différents territoires. Donc aujourd'hui, on est principalement dans le nord-est de Paris, et le 9 octobre prochain, on inaugure un centre à Ris-Orangis. Alors franchement, la distance est complètement biaisée, parce que c'est quand même à 1h30 de Paris 20e. Mais voilà, l'idée, c'est pour vous montrer qu'on va essaimer aussi dans le territoire, enfin dans le sud du Grand Paris, où les besoins sont immenses et où les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui a un nom un peu barbare pour désigner les quartiers pauvres, sont assez nombreux. Et dans le cadre, en fait, ce projet de développement, on l'a construit en lien avec le projet d'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quand Paris a candidaté pour organiser les Jeux, il y a une dimension très importante qui était l'héritage. L'héritage, c'est ce qui va rester des Jeux, en fait, 5, 10, 15, 20 ans après pour les habitants du territoire. Je ne sais pas si vous avez tous en tête un Rio ou un Sochi, mais c'est pour éviter des constructions comme ça, qui ensuite sont des villages fantômes, qui sont des aberrations écologiques, qui sont des aberrations au-delà même de l'environnement social et sociétal. Et du coup, quand Paris a commencé à s'intéresser à l'organisation des Jeux, elle s'est rapprochée d'une dizaine d'associations qui œuvrent dans les champs de l'environnement, mais du handicap, de l'insertion. Et Sport dans la ville, on a été identifié comme une des associations clés des territoires dans lesquels vont se dérouler les Jeux, qui sont le Grand Paris, mais aussi Lyon, Lille, Marseille, parce qu'on est présent au national dans 4 grandes régions. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer un projet qui va rester et qui va pérenniser un peu l'impact des Jeux. Et la construction des nouveaux centres sportifs, donc plus 20 centres sportifs d'ici 2024, fait vraiment
vraiment partie de cet héritage. Et à l'occasion, on a un projet d'infrastructure, et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, qui est un campus et qui est identifié sur un lieu qui est à 200 mètres d'ici. Vous êtes passé devant, en fait, sans le savoir, quand vous êtes arrivé du métro jusqu'à ici. C'est au stade municipal Marcel Cerdan. Et l'idée, donc c'est ce que je vais vous montrer, l'idée, ce serait d'avoir un lieu qui réunisse, en fait, les bureaux de l'association de l'Île-de-France, des terrains sportifs qui sont ouverts à tous les habitants du territoire, mais également des salles de formation pour les jeunes du programme Job dans la ville et des incubateurs pour les jeunes qu'on accompagne, puisqu'on a un programme où on accompagne les jeunes à créer leur entreprise. Donc, tu peux passer. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est de créer un campus. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer un truc. En fait, on a un lieu similaire qui existe à Lyon. Hop, voilà, vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, le foncier lyonnais, c'est un peu moins compliqué que le foncier parisien. Donc, on a 4,5 hectares à Lyon. On a créé donc plein de terrains de foot. On a une piste d'athlétisme. Ici, on a des salles de danse. Et ici, c'est plein de bureaux pour accueillir. Donc, c'est des espaces numériques, des salles de formation pour les jeunes, notre siège, mais également un incubateur qui accueille 125 entrepreneurs à l'année. Et voilà, donc ça, c'est toutes nos infrastructures sportives Gare de Vèze, dans le 9e arrondissement de Lyon. Donc, on n'arrivera pas à le faire dans le 9e arrondissement de Paris, mais on a identifié donc un lieu qui se trouve sur la commune de Pantin, parce qu'ici, vous savez, on est limitrophe Pantin-Aubervilliers, et qui est vraiment à proximité d'Aubervilliers, mais aussi de la Courneuve, et donc interagit avec différents territoires du 93, et qui pourrait bénéficier chaque année à 15 000 jeunes du territoire. Donc c'est un lieu qui est fédérateur, qui est un lieu de rassemblement pour les jeunes qui sont déjà inscrits à l'association en Île-de-France, mais qui ouvrirait ses portes aux écoles et aux différentes associations de quartier, et donc qui est en phase avec le projet d'héritage de Paris 2024 et qui est un projet architectural durable et valorisant. Je fais une petite aparté, parce que comme Magda en a parlé, les jardins d'Aubervilliers et les jardins d'ouvriers là, qui sont démantelés pour le projet de rénovation du fort, il y a eu toute une polémique quand même qui est assez importante sur le territoire, et du coup on est très contraints, nous, à pouvoir intégrer une dimension écologique au projet, et donc on va travailler avec des architectes et avec des bureaux d'études pour vraiment intégrer cette brique écologique qui est indispensable à ce projet d'héritage, parce que l'héritage, certes, il est social, mais il faut aussi qu'il soit environnemental. Tu peux passer. Donc voilà, comme je vous le disais, j'avais oublié la commune de Bobigny, mais effectivement, on est un site au croisement de plusieurs communes, particulièrement accessible, c'est très important. Voilà, je vous ai dit l'histoire de Place Vendôme, mais on a pas mal de jeunes du territoire qui ne savent pas très bien prendre les transports, notamment les jeunes filles. Et donc le fait que ce soit très bien desservi, que ce soit au pied d'une ligne de métro, que ce soit accessible en bus, ça va permettre voilà, d'accueillir plus de jeunes. Et puis c'est un projet qui est phare pour la ville de Pantin, pour la communauté d'agglomération qui est Est Ensemble, et puis plus largement pour le département de Seine-Saint-Denis. Donc là, vous voyez, sur le plan d'avant, vous voyez à peu près, ça c'est les plans, mais voilà, on va avoir 2 cours de tennis, on aura du rugby à 5, on aura des terrains de foot et puis des infrastructures pour accueillir les jeunes. Tu peux passer, voilà. Ça, on en a déjà parlé, tu peux passer. Et l'idée aussi, ce serait de pouvoir bénéficier, parce que chaque année ou chaque 2 ans, à l'occasion des grands événements sportifs internationaux, donc je parle de la Coupe du Monde de football féminin, la Coupe du Monde de foot France 2023, les Jeux de Paris 2024, à chaque fois, en fait, on fait venir les jeunes des différentes associations partenaires dans le monde entier sur nos infrastructures à Lyon. Et donc on réunit 500 jeunes pour des grands tournois sportifs internationaux. Et l'idée, ce serait aussi que ce campus puisse bénéficier à des jeunes du monde entier, qu'on puisse les accueillir sur la ville de Paris, sur le territoire de Seine-Saint-Denis, et qu'on puisse ainsi faire des grands tournois sportifs, des visites culturelles, et puis des grands temps forts autour de l'importance du sport dans l'insertion de la jeunesse sur différents... Voilà, profiter de ces grands moments internationaux pour faire des événements un peu festifs et conviviaux avec des jeunes du monde entier.
Donc l'académie de job dans la ville qui serait en fait des bureaux entièrement équipés parce que voilà on en a parlé mais dans la jeunesse et là Magda elle disait c'est des populations qui ont énormément souffert quand même de la crise Covid et le full distanciel ça marche pas. C'est des populations qui sont assez déconnectées et quand bien même on apporte des ordinateurs parce qu'on a livré quasiment 500 ordinateurs à des jeunes, c'est pas juste un problème d'outils, c'est aussi un problème d'utilisation de ces outils. Et donc l'idée c'est de pouvoir permettre à des jeunes de venir au bureau, de bénéficier de nos infrastructures, bénéficier du matériel numérique et de pouvoir les accompagner sur le chemin de la formation et de l'emploi avec des responsables d'insertion qui les suivent de manière personnalisée tout au long de leur parcours. Et puis un incubateur pour les jeunes qui créent leur entreprise. Donc c'est un projet qui réunit plusieurs acteurs publics, donc le département de Seine-Saint-Denis, la ville de Pantin, la communauté d'agglomération Est ensemble, et on est en train de signer une convention d'occupation d'espace public. Alors je vous rassure, on n'achète pas le foncier, c'est le département qui reste propriétaire du foncier et nous on va l'exploiter. Et donc c'est un bail, ça s'appelle un bail amphithéotique de 50 ans, qui nous laisse en fait le droit de faire ce qu'on veut sur le territoire. On peut louer, on peut vendre, on peut voilà, et tout en respectant une certaine charte sur laquelle on se sera mis d'accord au préalable. Le stade, c'est le stade Marcel Cerdan, qui aujourd'hui est assez sous-exploité. Et voilà, c'est un partenariat avec différents acteurs publics, mais aussi une levée de fonds auprès d'acteurs privés, puisque le projet a été estimé de mémoire à entre 9 et 10 millions d'euros. Et du coup, il faut lever des fonds auprès de fondations et d'entreprises pour nous permettre de le réaliser. Voilà, je crois que voilà, on a 8 millions d'euros. Je crois qu'on l'a revu un peu à la baisse suite à cette dernière année et demie un peu compliquée. Mais voilà, l'idée, c'est vous avez le budget. Et donc, on a déjà des financements qui sont actés par des fondations. Et puis, on a des financements publics qui sont en cours de négociation. Voilà, c'est le budget d'investissement. Tu peux passer. Et ça, c'est le calendrier. Donc, on a pris un peu de retard avec le Covid, mais l'idée c'est qu'on signe en décembre la convention d'occupation avec le département du 93 et qu'ensuite on puisse déposer le permis de construire, débuter les travaux en janvier 2023 pour une livraison en 2024. La date n'est pas choisie complètement au hasard. Voilà. J'étais un peu rapide, mais parce que l'idée c'est aussi qu'on fasse un échange et que je monologue pas. Du coup, si vous avez des questions par rapport à l'activité de l'asso ou plus particulièrement par rapport à ce projet. Quelle implication dans les jeux olympiques ? Alors, dans les jeux en tant que tels, on n'est pas impliqué. Après, on est très impliqué avec la personne donc, qui porte l'héritage des Jeux, qui s'appelle Marie Barzac. Et donc, on va travailler vraiment main dans la main pour faire connaître les sports olympiques à ces jeunes de quartier. Parce que énormément de jeunes ne connaissent pas même l'olympisme, ne savent pas ce que c'est que les Jeux olympiques. Donc, depuis quasiment 2 ans, on fait des initiations à différents sports olympiques et paralympiques. Parce que c'est très important de ne pas oublier cette dimension. On travaille avec des athlètes qui expliquent aussi leur parcours à ces jeunes, qui expliquent que sur une blessure, tout peut arriver et que c'est quand même chouette d'avoir un diplôme, de pouvoir ensuite se réinventer quand la fin de carrière dans le monde de l'entreprise. Donc on va énormément travailler avec le comité olympique sur ces dimensions-là d'accessibilité de ces sports aux jeunes de quartier. Au-delà des sports qui sont déjà très populaires comme le foot et le basket. Aujourd'hui, on fait des initiations handball sur nos terrains qui ont un succès fou auprès des jeunes filles. Il y a beaucoup de passerelles qui s'opèrent entre des sports dits olympiques et cette jeunesse qui, pour beaucoup, je pense, ne pourront pas décrire ce que sont que les Jeux olympiques. C'est de façon assez spontanée. Donc c'est rendre accessible la pratique sportive pour tous et pour toutes. Et voilà. Et à l'occasion des Jeux, on va quand même faire un énorme événement à connotation sociale sur nos territoires, sur les territoires d'intervention de l'association, dans le but de faire rayonner aussi les Jeux pour que ça soit profitable aussi aux habitants, parce que les jeux auront lieu chez eux et ce serait bien qu'ils soient aussi impliqués. Donc par exemple, à titre, on travaille avec le comité olympique pour que les volontaires de Paris 2024, donc pour vous donner un ordre de grandeur, je crois qu'il y aura 60 000 volontaires et ils vont recevoir quasiment 300 000 candidatures. Donc il y a une grosse sélection et pour éviter que ça soit une sélection que par le haut, que ça soit aussi profitable à ces jeunes qui sont peut-être pas forcément bilingues, qui ont peut-être plus de freins
par rapport à leur employabilité en tant que volontaire. On va travailler avec le comité olympique pour que ces Jeux soient aussi inclusifs et permettent à des jeunes de ces quartiers de s'impliquer. Donc voilà, et l'idée aussi, on travaille avec la Solidéo, qui est la maîtrise d'ouvrage des Jeux, et donc qui construisent vraiment les sites pour recruter des jeunes dans les clauses d'inclusion, puisqu'aujourd'hui n'importe quelle entreprise du BTP a des clauses d'inclusion, pour recruter les jeunes les plus éloignés de l'emploi sur les sites, sur la construction des sites olympiques. Donc on a différents niveaux, on est assez impliqués quand même dans le projet. Oui, j'avais une question sur la convention d'occupation et comment elle est élaborée, quel est le dispositif de concertation aussi qui accompagne ce type de convention et en quoi elle se distingue d'autres conventions qu'on peut voir aussi, par exemple à Stein ou dans d'autres communes. Oui, alors en fait, tout est complètement réglementé sur des projets comme ça. Il y a une grosse phase entre le moment où on se met d'accord en fait avec la ville ou avec le département. Alors là, le terrain, en l'occurrence pour le campus, ça appartient au département. Et après, il y a toute une phase effectivement de concertation des habitants. Donc on va faire beaucoup de réunions de concertation. On va amender aussi le projet en fonction des retours qu'on pourra avoir sur le territoire avec les différents acteurs à proximité. Et ensuite, donc, on signe une convention qui est cadrée et qui nous donne le droit de faire certaines choses et d'autres pas. Et à Lyon, par exemple, c'est ce qu'on a. Donc, on a acheté, on loue le terrain. Mais c'est une somme qui est absolument dérisoire par rapport à la surface qu'on a. On loue le terrain à la ville et on est exploitant sur les 50 prochaines années et ensuite ça peut être renouvelé. Voilà. Et sur nos petits centres sportifs, c'est le même fonctionnement sauf que c'est pour une durée de 5 ans. Et donc au bout de 5 ans, on fait ce qu'on appelle un comité de pilotage pour montrer notre impact auprès des villes. Donc pour montrer combien de jeunes on touche, combien de jeunes on trouve un emploi grâce à nous et la ville décide ou pas de le renouveler. Donc on est assez tributaire aussi des changements électoraux parce qu'à chaque nouvelle municipalité, il faut reconvaincre. Voilà, mais là, ça sera un peu moins le cas sur le campus. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, j'ai une question curieuse par rapport à Job dans la ville. Je pense que tu as touché sur évoqué certains des aspects de ce programme en mentionnant du coup la clause d'inclusion sur les gens. Et puis le fait qu'il va y avoir des bénévoles qui vont être recrutés en partenariat avec le comité des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a d'autres types d'emplois à long terme qui sont une partie d'une liste sur laquelle vous êtes en train de discuter ? Ah oui, tout à fait. En fait, là, j'évoquais vraiment le lien direct avec le comité olympique, mais en fait, le programme, c'est un programme qui existe depuis 2007 et qui est complètement dissocié des Jeux et qui vise du coup à accompagner les jeunes d'abord. Donc, il y a 4 parcours. On a un parcours de découverte parce qu'on est sur des jeunes. Alors c'est quelque chose qui est venu du terrain. En France, on a ce qu'on appelle le stage de 3e. Et pour des jeunes qui n'ont pas de réseau et qui n'ont pas les parents qui travaillent, c'est une galère de trouver un stage d'une semaine d'observation. Et donc souvent, ils finissent par le faire au McDo du coin ou au garagiste du coin et c'est pas forcément passionnant. C'est pas ce qui va leur apporter vraiment la vocation de rentrer dans le monde de l'entreprise. Et donc dès le stage de 3e, on va travailler sur le parcours découverte pour leur ouvrir le champ des possibles et leur montrer qu'il y a différents secteurs d'activité. Donc on fait des visites d'entreprise, on travaille beaucoup en lien avec des collaborateurs d'entreprises qui s'investissent bénévolement à nos côtés, qui vont présenter, on travaille par exemple sur des parcours de femmes pour montrer qu'il y a des femmes qui font carrière dans l'industrie, dans le numérique, dans des secteurs dits qui sont assez genrés pour les jeunes, pour déconstruire justement ces stéréotypes-là. Donc ça, c'est toute la partie un peu découverte. Et puis ensuite, on a une partie ambition, donc qui, elle, va s'adresser plutôt à des jeunes qui sont en alternance. Donc là, l'idée, c'est de les aider dans leur première expérience professionnelle et dans leur parcours d'études à réussir leur alternance. On a un parcours emploi, pour les jeunes qui ont plus de 25 ans et qui sont à la recherche de leur premier emploi, et un parcours pour les jeunes qui sont décrochés. Et on a eu plus 300% de bénéficiaires les 2 dernières années. Et là, on va se rapprocher pas mal de secteurs en tension. Donc par exemple, on travaille avec la RATP sur les conducteurs de bus, on travaille avec, j'ai parlé du BTP, mais on travaille notamment sur le numérique qui a des énormes enjeux de féminisation de ces métiers. Et donc là, on va travailler sur des secteurs qui n'arrivent pas à recruter, parce que chaque année, il y a 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France. Et on connaît le taux de chômage actuel dans ces quartiers. Là, quand on arrive à Gonesse, il y a 40% de chômage chez les jeunes. Et donc on va travailler aussi en lien avec les entreprises du territoire. Par exemple, à Gonesse, on a une grosse entreprise industrielle qui s'appelle Manutan, qui fait des fournitures pour industriels, qui n'arrive pas à recruter à Gonesse parce que personne ne va aller à Gonesse, alors que les jeunes de Gonesse cherchent des emplois. Donc on va travailler main dans la main avec les DRH, et c'est gagnant-gagnant parce que du coup, ils recrutent des jeunes qui sont à domicile,
n'arrivent pas en retard, qui sont ultra motivés, qui ont envie d'apprendre les codes, qui ont envie de grandir dans l'entreprise. Donc ça nécessite de faire des vrais programmes de formation, de tutorat pour que les jeunes se sentent bien intégrés. Mais une fois que ça marche, on a quelques success stories. Et après, du coup, ils ouvrent les vannes plus largement sur ces dimensions-là. Et on travaille avec beaucoup de boîtes qui ont des métiers, qui ont des enjeux en fait, de recrutement. On a 150 entreprises privées qui jouent le jeu de l'insertion après. Non, on travaille sur tous les territoires. Sur Saint-Ouen, on travaille avec Alstom, Pickle Services, Danone, L'Oréal, enfin toutes les entreprises. Vraiment, cette logique territoriale, elle fonctionne bien. Là, je cite des grands groupes, mais on travaille aussi avec des plus petites entreprises et avec le club ETI. Et moi, par exemple, j'habite à Pantin, je travaille à Pantin. Le siège de l'association aujourd'hui est à Pantin. Et on va travailler avec Clubi, qui est le club d'entreprise du territoire de Pantin, et d'Est Ensemble plus largement pour justement essayer de rayonner de façon large sur quelle que soit la taille de l'entreprise en fait. Et ce qui est assez génial, c'est que le sport, c'est un bon moyen de briser la glace entre ces jeunes de quartier et le monde de l'entreprise. Donc on fait venir par exemple des salariés faire du foot avec les jeunes, donc sur nos terrains. C'est des gens qui en fait vont au bureau en voiture, repartent chez eux, connaissent rien du territoire. Et l'idée, c'est de pouvoir leur dire, bah voilà, nous à 2 km de votre bureau, on a un centre sportif, venez jouer au foot avec les jeunes. Et ils viennent, ils font une partie de foot, ça met tout le monde sur un même pied d'égalité, parce que souvent ils se prennent des 6-0, parce que les jeunes ils sont quand même assez forts. Et du coup, voilà, ça met les jeunes en confiance, et on fait des journées recrutement, donc foot and job. On a des DRH qui viennent jouer au foot avec des jeunes de l'association et qui derrière leur font passer des entretiens d'embauche, et ça fonctionne super bien. Et voilà, ça permet de les mettre en confiance. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Pas encore, mais c'est parce que ça nécessite pas mal de matériel. Mais c'est quelque chose, enfin, on va de toute façon essayer de diversifier au maximum les pratiques sportives qu'on va proposer d'ici les 2-3 prochaines années. Et l'escrime, on a rencontré un grand athlète qui est venu parler un peu aux jeunes. On n'a pas pu faire d'initiation, mais par exemple, le week-end dernier, on était à l'INSEP avec 150 jeunes et on avait des initiations à plein de sports. Alors, on n'a pas fait l'escrime, mais on a fait du judo, du karaté. Ils étaient avec le nouveau champion junior du 110 mètres haies, Sacha, là, qui a pulvérisé le record du monde. Et voilà, et on va essayer de plus en plus de mettre en place des pratiques nouvelles pour les sortir de leur zone de confort. Oui. Une dernière petite question pour moi, je voulais savoir les aménagements qui font partie des nouvelles constructions d'infrastructures dans le cadre des Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a déjà des discussions sur, parce qu'on sait qu'une fois les Jeux finis, ça va être réutilisé, souvent le message, d'ailleurs le pitch, c'est qu'on fasse un modèle un peu économique différent par rapport au JO de Paris, c'est qu'on essaye de dépenser moins que certaines grandes hécatombes, certains grands gouffres financiers de l'histoire du sport dans le monde. Mais je me demandais si vous avez des discussions par rapport à ce moment de reprise des infrastructures. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont, par exemple, des discussions autour de contrats, des gens qui vont gérer, je sais pas moi, la piscine. Ouais, alors on en parle. C'est une bonne question. Par exemple, on a parlé du mur d'escalade, le grand mur d'escalade là qui sera au Bourget, enfin qui devait être initialement au Bourget et tout. Et on en discute en fait. Après, la question c'est qui anime, qui porte. Et c'est ouais. Non mais c'est ce que tu dis en fait, c'est-à-dire que on sent qu'il y a une vraie volonté d'inclusion et que voilà, derrière ces infrastructures puissent vraiment bénéficier aux jeunes des territoires. Et du coup, la vraie question, c'est qui derrière anime, parce que en fait, si on ne va pas vers les jeunes, leur proposer les activités et avec beaucoup de concertation aussi auprès des familles, on aura beau avoir des infrastructures de très grande qualité, si c'est pas animé, ça marche pas. Par exemple, nos centres sport de la ville, si on construisait juste des centres, mais que derrière il n'y avait pas une équipe d'éducateurs qui étaient présents tous les mercredis, tous les samedis, ils ne vivraient pas ces centres. Ou alors, ils vivraient, mais auprès que d'un certain type de population, les grands et les garçons. Et donc, pour avoir des petits 6-8 et pour avoir des filles, il faut faire venir les jeunes du territoire. Et ça, c'est des discussions sur lesquelles on est
on est en concertation et pour l'instant, on n'a pas encore défini vraiment de modèle de qui allait porter l'animation de cette grande piscine, de ce grand mur d'escalade et comment on va l'animer ensuite dans la durée. Ouais. Oui. Concernant les nouvelles pratiques, est-ce que vous avez remarqué des effets concernant le breakdance? Oui. En fait, à chaque sport un peu... là, par exemple, sur le breakdance, donc nous, en fait, on concerte les jeunes avant d'ouvrir des séances. Donc, on fait des petites études d'impact sur les territoires en demandant aux jeunes quel est le sport, et notamment aux jeunes filles, quel est le sport qu'elles veulent pratiquer. Et la danse, en fait, elles choisissent leur danse. Donc, sur certains territoires, par exemple, à Sarcelles, on va avoir de l'afro, à Gonesse, on va avoir du hip-hop, et à Saint-Ouen, on a du breakdance. Et donc, ça dépend énormément. Donc, après, on va recruter les profs de danse en fonction des aspirations des filles. Et effectivement, on note qu'à chaque fois qu'il y a un sport qui se médiatise, ça crée de l'émulation. Là, par exemple, on n'a jamais eu autant de jeunes qui veulent faire de l'escalade depuis que c'est passé à la télé il y a quelques mois. Et donc le breakdance, le skate, voilà, ce type de sports qui sont nouvellement olympiques génèrent dans les quartiers une certaine affluence et une certaine attractivité et sur laquelle on va essayer de surfer justement pour avoir plus de filles. Cette revalorisation du sport, enfin de ces pratiques qui ne l'étaient pas au début reconnues en tant que sportives, elle est considérée de façon unanime comme quelque chose de positif ou est-ce que cela peut aussi engendrer des méfiances comme quelque chose qui peut tendre à ce que ça s'échappe d'une certaine environnement, d'un certain esprit un peu de extériorité, de clandestinité. Alors, nous concernant, on n'est pas du tout sur du sport de compétition. Donc, en fait, nous, on n'est que sur du sport loisir. Donc, on est vraiment sur la première optique. On est sur des sports qui sont, où les jeunes sont curieux de pratiquer, etc. On n'est pas du tout... je pense que sur certains clubs sportifs ou acteurs qui sont vraiment dans la compétition, ça peut peut-être être vécu différemment. Mais nous, on est sur du sport loisir. Donc, il n'y a pas du tout cette dimension de sortir un peu du cadre. Voilà, toutes les pratiques sportives, on va essayer de développer toutes les pratiques sportives qui permettent de travailler sur l'éducation, parce que in fine, c'est vraiment ce qu'on fait en fait. On accueille tous les jeunes, on accueille des jeunes qui n'ont pas forcément de grandes aspirations à devenir des champions, et même le discours qu'on porte, c'est justement ça. Parce qu'au début, quand on arrive sur un territoire, on a que des mini Mbappé qui veulent devenir tous très connus et graviter dans le monde du foot, et nous, plus on va les accompagner, et plus on va leur dire attention, Mbappé, il y en a un sur 50 000. Si tu veux aussi t'intégrer dans la société, réfléchis à ton projet professionnel, et le sport est vécu plus comme un moyen qu'une fin en soi, dans l'association en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je propose de démarrer peut-être par une petite vidéo. Moi, je suis Kamel Lafri, je suis directeur de l'association Ville des Musiques du Monde. Donc, c'est l'association qui a signé une convention avec la ville et Grand Paris Aménagement pour activer les usages culturels sur le fort d'Aubervilliers durant les 5 prochaines années. L'idée de cette activation, c'est de préfigurer des usages pérennes. Voilà, c'est comme ça que c'est noté sur le papier. Voilà, je vais essayer de vous raconter un petit peu cette petite histoire. Et on commence peut-être par une vidéo qu'on ne va pas présenter sur le PowerPoint parce que ça ne passe pas, il ne le reconnaît pas. Ça vous donnera une idée un petit peu des... Là, vous retrouvez un petit peu les espaces dont Magda parlait tout à l'heure. Là, on est vraiment dans le cœur du fort d'Aubervilliers, au niveau de la halle 1. Donc, c'est la halle 1, c'est vraiment l'espace central que nous allons, nous, exploiter pendant 5 ans. On a fait une première tentative d'exploitation avant les travaux à l'été 2019, où là, on essaie de proposer un florilège d'activités à la fois culturelles, sociales, musicales. Je vais baisser le son. Cet automne avec le Festival du Monde. Et on poursuivra pour une ouverture quasi définitive, j'espère, en tout cas à partir d'avril 2020.
thématiques. Un premier week-end avec le Free Market du Grand Paname pour à la fois tester le site dans toutes ses fonctions, donc sa grande halle, ses abords, donc à la fois le plein air, le semi-plein air. Une programmation aussi tournée vers la population locale. Ce soir notamment, on accueille Ali Amran, un grand chanteur de rock kabyle. Et tous les week-ends de juillet, une programmation thématique qui va à la fois d'une fête électronique à l'accueil d'un des spectacles importants du festival Paris Quartier l'été, jusqu'à un hommage qui sera rendu à Faites Efforts, donc cette manifestation. Donc la manifestation Faites Efforts, c'était une manifestation qui rend hommage à la mémoire des cultures urbaines de l'histoire du quartier. Ce quartier, finalement, on a beaucoup parlé de Magda, beaucoup parlé de logique urbanistique et la collègue Élise de l'exploitation, de comment le sport peut être un outil de développement local. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est vraiment la culture et les musiques du monde, dans leur sens moins exotique du terme, mais plus patrimoine local du terme. C'est en cela que les cultures urbaines, de par leur histoire avec le fort d'Aubervilliers, les premières fêtes de danse hip-hop, on va les appeler comme ça, une des premières battles de breakdance a eu lieu ici au fort d'Aubervilliers en 1984. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense que l'IDEA vous invite à poursuivre ensuite avec un atelier de sensibilisation à la danse hip-hop avec Tony Mascotte. C'est cette double histoire qu'on a envie de raconter avec ce projet qui nous tombe nous dans les bras en 2017. Ville des musiques du monde est une association qui est basée à Aubervilliers depuis 2003 dans des locaux situés à la sortie du métro. Vous avez dû voir des grands préfabriqués blancs à proximité des jardins ouvriers dont on parle beaucoup en ce moment. Nous, on se retrouve aussi dans une logique d'évincement, donc un évincement organisé, on va appeler ça comme ça. Donc il y a eu un appel à projet il y a 3 ans qui a été remporté par une équipe et en nous proposant, nous, d'être un variant de cet appel à projet. Entre-temps, l'équipe qui devait exploiter la totalité des espaces a déclaré forfait et on nous a demandé de proposer un contre-projet. Et le projet qu'on a soumis à la ville, à Grand-Père Aménagement, c'est celui finalement de travailler un projet de campus des cultures populaires. On est aussi sur une dynamique de campus. On voulait élargir le spectre et ne pas s'enfermer uniquement sur les musiques et danses du monde, mais en se disant que finalement la question des cultures populaires, la question des patrimoines, elle était importante à prendre en considération et que pour cela il fallait qu'on puisse proposer un projet qui ne soit pas un projet transitoire au sens où les urbanistes et les promoteurs l'entendent, mais plutôt un projet pérenne. C'était tout le débat dans lequel nous sommes d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est comment on peut préfigurer des usages pérennes sans perdre notre âme d'acteur culturel, parce que nous, on a un projet qui préexiste à l'arrivée de cet écoquartier. On a un projet qui existe depuis 1997 à travers un festival. Aujourd'hui, une école des musiques du monde toute l'année et avec des programmes d'intervention auprès des jeunes, des enfants, dans plusieurs territoires partenaires. Et notre ancrage sur Aubervilliers ne pouvait se faire et s'entendre que si nous arrivions à inscrire un projet de long terme. Ce qui n'est pas forcément... on n'a pas de bail amphithéotique encore de signer avec GPA et la ville d'Aubervilliers. Pour nous, c'est l'enjeu, il est là. Sinon, il faut faire appel à un autre opérateur culturel. C'est ce qu'on a encouragé les uns et les autres à faire dans l'hypothèse où ce ne serait pas possible de fonctionner dans cette perspective-là. Il y a plein d'opérateurs aujourd'hui dans les acteurs du transitoire, d'urbanisme transitoire, qui savent aménager pendant une période donnée de 1 an à 3 ans un site avec une économie, un modèle. C'est souvent un modèle de celui de la fête nocturne, et une valeur ajoutée pour le territoire qui est somme toute intéressante parce que ça crée peut-être une offre festive, mais ça ne fait pas une politique culturelle. En tout cas, ça peut être un alibi de politique culturelle pour ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là. Ce qui est intéressant, c'est que la ville d'Aubervilliers et Grand-Père Aménagement n'ont pas choisi cette option-là. Donc ça, je suis assez d'accord avec Magda dans son analyse tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on avait affaire peut-être à des opérateurs un peu engagés dans une perspective. Il y avait quand même effectivement un peu de grain de bonnes intentions. Maintenant, il faut transformer l'essai. En faisant appel à un opérateur comme Ville des musiques du monde,
à un projet qui préexistait à cette logique urbaine, ça donne un signal. Et le signal, c'est la prise en compte. On ne peut pas faire au mépris des cultures des habitants, au mépris de l'existant, un certain nombre de choses auxquelles un aménageur, quand il commence à bétonner, il n'a pas l'habitude. Lui, il est là, il a des logiques qui sont les siennes. Nous, depuis 3 ans, donc on est embarqué dans cette aventure. Entre-temps, on a pu faire une tentative d'exploitation durant un été. Voilà, on est sans grande préparation, mais on est venu avec un savoir-faire et qui était assez concluant. Et entre-temps, il y a eu la pandémie qui est tombée. Et notre chantier, qui a démarré notre chantier, il concerne donc l'espace autour de la halle. Si tout à l'heure vous allez avoir l'occasion de voir un petit peu la halle dans son volume, la halle, les abords de la halle, et derrière la halle, il y a un espace de spectacle qu'on a posé à travers un théâtre équestre dans la facture des théâtres équestres de Zingaro, qui a été conçu par une ancienne écuyère de Zingaro. On a transformé un théâtre équestre en salle de spectacle. Et on espère inaugurer au mois de novembre, on espère inaugurer au mois de novembre prochain. Et on exploite la Grande Halle depuis cet été pour la tester dans toutes ses fonctionnalités, dans la capacité à faire du bruit sans générer de trop de nuisances pour le quartier Émile Dubois-Maladrerie ou les gens de Pantin par ailleurs. Mais en même temps, l'idée c'est aussi de permettre de donner des signaux forts à la population qu'il va se passer quelque chose dans ce site qui est aujourd'hui fermé à la population. On est là dans une casemate, cette casemate même, casemate 19, elle est connue pour être c'est le bureau de Grand Paris Aménagement. Toutes les grandes décisions, les débats, des réunions des fameux architectes dont parlait Magda tout à l'heure, le cabinet Le Buntel. Vous avez la maquette qui donne une perspective de la phase 1 d'aménagement. La livraison des premiers 900 logements et les casemates comme celle-ci, il y en a 19 ici. Ville des Musiques du Monde doit en récupérer 4 pour les aménager. Donc c'est le 3e espace après la halle, le chapiteau qu'on va devoir aménager. Donc ce sont ces 4 casemates qui vont être dévolus à la fois pour les bureaux de Ville des Musiques du Monde qu'on va transférer, parce que nos bureaux actuels vont devenir la base vie de la Société du Grand Paris qui va ouvrir son chantier à partir de 2024-2025, ou même un peu plus tôt. On est en train de gratter un petit peu, on gagne du temps avant de déménager, parce qu'on n'est pas très en avance sur ces travaux-là. Et puis, le fameux dessin que vous présentez tout à l'heure, Magda, il y avait une porte historique de l'entrée historique du fort d'Aubervilliers. Entre cette porte, il y a 2 pavillons qu'on récupère aussi pour en faire une espèce de cafétéria social, un centre social musical. Voilà, c'est un peu finalement notre entrée dans ce projet du fort d'Aubervilliers, on l'a conçu sous 2 axes. Un axe culturel, avec ce qu'on est déjà. Le Festival Ville des Musiques du Monde a besoin d'un lieu pour travailler son école à l'année, pour être un lieu ressource, pour accompagner les artistes qui sont peut-être des artistes les moins exposés des radars. Un autre camarade Jean-Michel qui occupe la casemate, les premières casemates, l'association qui s'appelle L'Art du Lieu. Donc vous avez aussi un écosystème d'acteurs divers et variés, donc des artistes, des gens qui viennent faire du stockage, un espace de coworking tout au bout. Et là, donc, je dis ça parce que pour te saluer au passage, mon cher Jean-Michel, on est là sur une invitation de l'Institut des Amériques qui organise son congrès. Donc, dans le cadre de ce congrès, il y a une visite, il y a un Ober Urbex qui est organisé, dans lequel nous-mêmes, Ville des Musiques du Monde, sommes invités à intervenir. Donc il ne s'agit pas d'une opération à laquelle on n'aurait pas associé On a déjà des problèmes de voisinage et qu'il faut qu'on gère, vous avez vu. Donc là, c'est en direct que ça se passe, mais en même temps, c'est la réalité. Donc il n'y a rien à cacher. Donc tu es bienvenu, tu es là. C'est bien que j'étais en train de présenter un petit peu les différents espaces. Donc il y a la halle, les casemates, les pavillons qu'on retape. Oui, donc je parlais des 2 jambes sur lesquelles on essaie de marcher sur le projet de Ville des Musiques du Monde et notre arrivée sur le fort d'Aubervilliers. Donc l'axe culturel avec la livraison des premiers équipements, donc la halle et le chapiteau pour le mois de novembre en lieu de diffusion.
Donc oui, c'est ça dont je parlais. Je parlais aussi de la vocation à accompagner des artistes qui ne sont pas forcément les artistes qui sont dans les radars habituels des acteurs culturels ou des opérateurs culturels. Donc quand on parle de musique du monde, on ne parle pas que des artistes qui viennent de l'étranger, mais il y a tous les artistes qui sont ici, qui habitent dans nos quartiers, et particulièrement ici à Aubervilliers, qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder à des espaces, soit pour répéter, pour travailler leur spectacle. Tout ce qui se fait de niché en matière d'offres culturelles, qui sont pour nous des outils pour accompagner la diversité culturelle, ne disposent pas aujourd'hui d'espace de diffusion. Donc là, on espère qu'avec le fort d'Aubervilliers, on va pouvoir donc sceller avec l'État et les partenaires ce qu'on appelle donc un conventionnement. Donc l'idée c'est de signer rapidement une scène conventionnée d'intérêt national, musique et danse du monde. Ça, c'est le premier temps. Donc ça permettra d'accompagner et de couvrir le premier champ. Et le deuxième champ qu'on va essayer de couvrir, c'est celui de créer un centre social, culturel et musical. Ça, pour le coup, c'est une autre logique. Donc on fait coexister au sein même de notre structure culturelle deux logiques. Une logique strictement culturelle, une logique strictement sociale. Ce qui veut dire qu'on rentre dans une phase d'hybridation de notre projet, de nos propres compétences et savoir-faire pour essayer de travailler l'accompagnement des habitants à s'approprier le fort, parce qu'on sait pertinemment que on parle beaucoup de partage, de bien vivre ensemble, mais s'il n'y a pas d'outils d'accompagnement, s'il n'y a pas d'acteurs qui organisent et qui mettent en musique ce partage de la valeur, il ne se fait pas spontanément. Donc pour nous, c'est important d'avancer sur ces deux jambes-là. Donc on va pouvoir travailler donc, dans une perspective assez courte à la livraison de 2 équipements. Voilà. Donc la scène conventionnée d'intérêt national musique et danse du monde via le projet Ville des musiques du monde et un centre social musical. Ça aurait été bien c'est de vous présenter les espaces sur le schéma, mais on va aller tout à l'heure peut-être sur le site, vous avez peut-être l'occasion je vous invite à faire le tour de la halle, vous verrez un petit peu l'ampleur, l'envergure un petit peu du chantier. Derrière les supports d'exposition un peu qu'on a mis un peu à la mode Cinecittà, je vous invite à les contourner, à regarder ce qu'il y a derrière. Vous verrez un petit peu que cette halle permet quand même une exploitation modulable. On l'a testé cet été en 2019, on va y faire des expos, on y fait des fêtes, des concerts, on y fait des marchés gratuits en l'occurrence, tant qu'à faire. Et on y fait quelques dates du Festival Ville des musiques du monde. On va accueillir, j'espère, Goran Bregovic le 29 octobre. Et la ville aussi, de son côté, Ville des musiques du monde n'est qu'un opérateur dans l'exploitation de ce site. Après, effectivement, ce site, il a une vie antérieure à l'arrivée de Ville des musiques du monde. Vous vous en rendez compte vous-même, hein, donc la question de faire vivre un lieu pareil aujourd'hui, dans une évolution qu'il a eu de particulière, ce site, parce qu'il y a une exposition intéressante qui a été mise en place par la ville d'Aubervilliers l'année dernière, qui s'appelle l'histoire du fort d'Aubervilliers, qui aborde toutes ces questions, les logiques urbaines dont tu as parlé tout à l'heure, Magda, mais aussi dans ces constructions mythologiques, ce quartier du fort d'Aubervilliers a vécu c'était le territoire des grands projets qui ont avorté, ou des grands projets qui n'ont pas eu lieu. Notamment, nos locaux actuellement, je termine juste là-dessus, je te laisse la parole. Les locaux qu'on occupe actuellement, c'est les locaux du Métaphore d'Aubervilliers, qui était un des grands projets phares lancés par Jacques Ralit, qui était précurseur dans un tas de domaines, en tout cas en culture. Et là, son idée, c'était de rassembler des acteurs des startups de la culture pour préfigurer un espace à l'échelle européenne dédié aux acteurs culturels. Donc c'est un projet qui est tombé en déliquescence et depuis que je le connais, depuis 2002-2003, il sert pour accueillir des acteurs dans l'attente de leur futur lieu. Donc ça a été le cas pour le conservatoire à rayonnement régional qui maintenant est situé au centre-ville. Ça a été le cas pour le pôle sup du 93, parce que le 93 est doté d'un pôle sup et il a incubé dans le code du Métaphore, et actuellement c'est le cas pour Ville des musiques du monde, et j'espère en tout cas qu'on aura peut-être un destin aussi structurel que celui du conservatoire, un peu moins et un peu plus constructif que celui du Métaphore. Voilà, je t'en prie. Juste une petite remarque, il y a eu une sublime expo qui s'appelait Une femme au fort, une expo de Laurence Sabouri, donc certains, j'allais dire vestiges, je ne sais pas où, vestiges, mais comment sortir déjà, je vous invite, si vous souhaitez,
en partant à visiter mon atelier. C'est une bonne idée, ça. Si vous souhaitez, vous pouvez venir, vous serez les bienvenus et vous visitez aussi l'atelier. Ouais. Et quand vous allez sortir, après les bouts comme ça, qu'on avait vous allez voir qu'il y a un espace qui est un peu comme une agora, que tout le monde appelle l'oreille ouest. Pourquoi l'oreille? Pourquoi ouest? Je ne sais pas, c'est le bras ouest. Et vous pourrez lire aussi les croquis de Laurence. Au fort d'Aubervilliers, en tout cas, on a Bartabas dans son genre, on a Rachid Kimou dans son genre, on a l'équipe d'Art du Lieu, et puis il faut faire écosystème avec tout ça. En tout cas, nous, c'est ce qui nous attend. En fait, on voit bien qu'il y a eu une vie qui précédait notre arrivée. C'était la vie des gens qui ont contribué peut-être à un moment donné à donner vie à ce lieu. Je pense à Rachid Kimoun qui, lui, avec ses sculptures, donc il a su prendre possession il a eu besoin de surface à moindre coût. Il a su habilement utiliser cet espace-là. Dans son genre, il y a le théâtre Zingaro qui signe son bail amphithéotique qu'aujourd'hui. Donc pendant très longtemps, c'est un espace qui a été présenté, qui a donné une valeur peut-être au foncier parce que c'est fait partie des structures qui sont pérennes. Et puis effectivement, il y a des opérateurs ici qui sont là, à l'époque où il y avait la casse automobile, qui ont nettoyé leurs petites casemates et qui ont fait leurs petits ateliers, et qui aujourd'hui, effectivement, tout ça a une valeur. Donc on vient aussi perturber, nous, cet écosystème qui préexistait à notre venue. Donc l'idée maintenant pour nous, c'est de faire que cette perturbation soit la plus heureuse possible. Elle n'est pas toujours, je ne vais pas vous dire, mais pendant, il faut que les gens reprennent possession d'un espace public, parce qu'effectivement, il y a la confusion des genres aujourd'hui entre l'espace public et l'espace privé. Et on espère en tout cas que le projet Ville des Musiques du Monde, qui a suffisamment de surface, je dirais, d'intérêt général pour pouvoir épouser un petit peu les besoins des uns et des autres, en faisant fi des égos aussi, parce que ça, pour le coup, on prendra peut-être on aura peut-être un partenariat avec quelques psychanalystes aussi au passage. Voilà. Musique de transition. Alors là, vous êtes sous la lune. On l'appelle la lune parce que derrière, vous avez, si vous avez le temps de faire une balade tout à l'heure du site, vous avez une deuxième halle qui, elle, est dévolue à une activité de menuiserie qui va être entièrement détruite. L'objectif, en tout cas dans le programme de l'aménagement urbain, c'est de préserver cette halle comme une empreinte de la vie d'avant du fort d'Aubervilliers. Et c'est autour de cette halle que nous, on va essayer de travailler notre implantation. Donc on commence tout fraîchement à faire en sorte que ce lieu ressemble à quelque chose d'accueillant. Donc il n'y a pas de... La question était juste tout à l'heure, la question qui m'a été posée, c'est de savoir est-ce que le lieu est ouvert aujourd'hui au quotidien. Non, le lieu n'est ouvert que très ponctuellement à une programmation. Donc c'est des rendez-vous qu'on donne à la population sur la base d'une programmation. Bien évidemment, pour nous, l'objectif c'est dès 2022, et je salue d'ailleurs de notre équipe Pierre Bouzière qui vient de rejoindre, qui sera le régisseur du site depuis vendredi. Il est régisseur du site, donc je vous en saluer. C'est lui qui nous accueille aujourd'hui, et c'est son baptême du feu. Et, donc la halle 1, c'est une halle de 1500 m². On est heureux d'avoir retrouvé un peu une surface au sol qui soit agréable, qui va permettre de faire que ce soit notre 104 à nous, en fait, le 104 des gens d'Aubert. Et derrière cet espace, on a installé donc le fameux théâtre dans ce tonneau-manège en bois, qui est aussi une salle de spectacle, qui sera une salle de résidence, d'atelier, de répétition. Les deux pavillons dont on parlait tout à l'heure, ils sont juste là-bas, qui encadrent la porte historique. Et ça, Magda saura vous présenter tout à l'heure. Et juste à côté, il y a même le traditionnel terrain de pétanque qui a été posé, parce qu'on va cohabiter aussi avec, pas qu'avec des artistes un peu relous, mais aussi avec des gens, des boulistes, des gens du coin. Et ça fait partie de vivre ensemble. Je voulais vous présenter, donc on a parlé de l'empreinte patrimoniale du fort d'Aubervilliers. Quand on parle de culture du monde, aujourd'hui, à Aubervilliers, forcément ça passe par l'histoire des cultures urbaines, et on a la chance d'avoir, en tout cas Marion et Guillermo ont été bien inspirés d'inviter Tony Mascotte
qui fait partie des pionniers en matière de danse hip-hop, en tout cas en France, et que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, il y a 20 ans, donc c'est les retrouvailles aujourd'hui. Donc c'est un heureux concours de circonstances. Donc Tony Mascotte, qui est un des fondateurs des premières compagnies professionnelles qui sont passées aux rencontres des cultures urbaines il y a 20 ans, qui s'appelait Un Point C'est Tout, et donc il a contribué à la professionnalisation de ce secteur. Contrairement à la question que Guillermo posait un peu lâchement à ma collègue tout à l'heure de sport dans la ville, l'idée du hip-hop, c'est de s'adapter à tous ces contextes. Donc, entre passer de l'underground au sunlight, si le sport peut permettre de donner une visibilité, ben je pense qu'ici aussi il y a bien une discipline qui a réussi à s'adapter, à montrer son adaptabilité, c'est bien le hip-hop. En tout cas, on est très heureux en tout cas d'accueillir Tony Mascotte, et qui a fondé la première école de danse hip-hop à Paris il y a quelques années. Il y a 21 ans, et puis les apprentis danseurs, on va dire ça comme ça, excusez-moi les gars, les disciples de Tony Mascotte. Bruce Lee, il avait les siens, Tony Mascotte il les a aussi. Et donc Tony Mascotte va vous faire une présentation d'un petit peu de c'est quoi la danse hip-hop, c'est quoi cette chose aujourd'hui qui irrigue aujourd'hui tous les champs de la culture. Une démonstration, et ensuite un atelier d'apprentissage collectif, voilà, on va tous y coller. Voilà. Merci beaucoup. Merci Kamel, bienvenue, merci beaucoup de votre présence. Alors déjà je voulais remercier déjà Marion, Guillermo, Kamel, qui est un ami de longue date, et qui m'a permis aussi quand j'avais besoin d'être là aussi pour m'épauler, pour me donner des conseils, pour pouvoir développer les choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu du hip-hop. Le hip-hop, en fait, on est à Aubervilliers, on appelle ça tout ça les terrains vagues. Les terrains vagues, pour nous, c'est d'Aubervilliers jusqu'à Stalingrad. C'est là le hip-hop il est né. Et à cette époque-là, Dynasty, qui est le pionnier, un des DJ, venait, il nous laissait les disques, il prenait sa petite moto bécane et il allait chercher un transfo pour l'électricité. Il venait, il mettait la table, DJ, il mixait, ça rappait, ça dansait, c'était notre lieu où on se voyait tout le temps, c'était le début. Et le hip-hop est arrivé en France en 82. Le hip-hop, quand je dis en 82, je mesure mes mots parce que nous, on l'a vraiment découvert dans ces années-là. C'est qu'il y a eu la première tournée des Américains qu'on appelle le fameux groupe, le Rocksteady Crew, qui sont venus à la fête de l'UMA en 82. Et c'est là qu'on a découvert la première fois en France des filles qui faisaient aussi le double dutch. Vous savez, c'est deux cordes comme ça qu'on tourne, et il y a des figures à faire au milieu. Donc on avait découvert ça aussi déjà. On a découvert aussi des spectacles où les gens ils graffaient en même temps que ça dansait, il y avait des dessins, il y avait des DJ, tous ces mondes-là. Et de là que nous, on s'est baigné dedans. Et en fait, ensuite, il y a eu un lieu qui s'appelait le Bataclan, où on se réunissait tous les dimanches pour pouvoir échanger. Ça veut dire que ça venait de partout, que ce soit d'Aubervilliers, que ça vienne de Saint-Denis, de 78, mais c'était le lieu, le Bataclan. Et il y avait Chabin et DJ Dynasty, qui sont les pionniers, qui mixaient, et nous, on venait, on se donnait rendez-vous, on dansait. Ensuite de là, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué dans le hip-hop. Moi, j'ai évolué, je suis parti très tôt en Italie. Et j'ai commencé à danser là-bas. Bon, comme on dit tous, moi je voulais danser, mon père ne voulait pas que danser. Il m'a dit, t'as pas fait 12 000 km de l'Afrique pour venir danser par terre. Donc, il m'a bien fait comprendre. Et il m'a dit, soit c'est tu vas à l'école, ou sinon tu danses sur tes cailloux dehors. J'ai dit, bon, ok, j'ai boudé un peu, nanana, mais à la fin, je suis parti. Et comme on dit chez nous en Afrique, tu peux faire une fugue, mais ton père, il ira jamais te chercher. C'est pas comme ici, on va au commissariat te chercher, il s'en fout. T'as voulu quitter la maison, vas-y, démarre-toi. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un peu chanceux, on va dire ça, entre guillemets. Je pratiquais ma danse et je faisais aussi d'autres danses à côté, avant de rencontrer le hip-hop. Je viens du rock'n'roll à la base. Le rock'n'roll 50s à 2. Et je faisais aussi des claquettes et j'ai fait du mime chez Marcel Marceau. Donc j'avais tout ce bagage déjà avant de rencontrer le hip-hop. Donc du coup ça m'a fait une montée. Et j'ai commencé à enseigner très tôt, je suis parti en Italie, je suis resté 4 ans.
à danser, à travailler, à commencer à faire ma vie un peu. Et je suis revenu en France. Quand je suis revenu en France, le hip-hop était un petit peu en dessous. Parce que les gens commencent à dire, ouais, c'est une mode, machin, et ça va s'arrêter là. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en France, on est le premier pays dans le monde à avoir une émission hip-hop avec Sydney, HIPHOP, en 84. L'émission, elle a duré une année, mais pour nous, on a l'impression qu'elle a duré des années. Tellement qu'on n'avait pas l'habitude. Tous les dimanches, tu étais devant ta télé, mes frères et sœurs, Sydney te montrait la vague, on faisait. C'est comme ça qu'on a commencé le hip-hop ici. Et déjà, on était la télé était déjà là. C'est pour dire que les Américains qui ont créé le hip-hop n'avaient même pas ce truc. Nous, on l'avait en France. Et du coup, ça a vachement... Ça a été, et puis à un moment donné, ça a baissé un peu, parce que les gens en France, des fois, les modes, elles passent vite, ou machin, et moi, je suis parti en Italie, donc quand je suis revenu, eh ben, je trouvais qu'ils étaient passés à une autre danse qui s'appelait la go-go dance. Go-go dance, qui était avec des morceaux de Mini Vanilli, tous les machins. Et en même temps, j'arrive, j'ai dit, mais moi, je me retrouve plus, j'ai plus ma danse. Elle a disparu. Les gens, quand je dansais, mon smurf, les gens me disaient, oh, c'est fini les gants blancs et tout, c'est mort les gants blancs. D'accord? Et là, je ne sais pas ce qui m'a eu, j'ai eu une idée de créer le premier groupe de filles en France. Parmi les tas de garçons qu'il y a. Voilà, les garçons, les filles, ils n'avaient rien à faire d'après eux dans la danse. Donc du coup, j'ai sélectionné des filles, un peu de partout, j'ai bougé un peu dans les banlieues, partout, où il y avait une meilleure danseuse, j'arrivais, j'ai essayé de la voir, et c'est comme ça que j'ai créé les Ladies Night, en 88. Et ce groupe, c'est un groupe de filles, uniquement filles, des filles qui faisaient du double dutch, de la danse et du chant. Et elles ont fait des premières parties des groupes internationaux, comme Public Enemy, Big Daddy Kane, j'en passe, Money Love, tout ce que Queen Latifah, tous les qui ont fait tout ça. Et moi, du coup, de là, l'enseignement m'avait déjà pris dans la tête je voulais pas qu'on perde notre mouvement, donc du coup, je me suis mis à enseigner. J'enseignais avec mes moyens. Mes moyens, on n'avait pas de salle de danse, machin, j'enseignais moyens. Nous, notre enseignement, on allait au Trocadéro, on s'entraînait à Notre-Dame, c'est là-bas les entraînements, ils se passaient. Ensuite, une fois que j'ai créé ce groupe, il y a eu des bonnes dates, des bonnes choses qui sont passées de plus en plus. En plus, c'est arrivé aussi au fur et à mesure. J'ai dit, tiens, je vais enseigner. Et j'ai commencé à travailler sur l'idée d'ouvrir une école. Mais c'était mal barré. C'est mal barré parce que moi, j'ai des locks, j'arrive dans les bureaux, j'ai dit, je vais faire une école, les gens, ils me regardent, ils me disent, il est sérieux, lui. Il ne le disait pas ouvertement, mais on le voit dans les yeux des gens. Voilà. Et du coup, j'ai continué mon petit bout de chemin. Et en 98, mon projet a ouvert les yeux. J'ai fait venir le chorégraphe de Michael Jackson, qui s'appelle Popin Taco, c'est lui qui fait tous les trucs pour Michael. Ce que vous appelez le moonwalk, tous ces trucs-là, c'est Popin Taco. Et lui, c'est le parrain de mon école. Donc je l'ai fait venir en France. Et du coup, ça a ramené beaucoup de gens, parce que c'est la star. Et lui, il avait fini son contrat avec Michael. Et c'est comme ça que j'ai pu le faire venir en France. Et du coup, la danse debout a repris le dessus, au fur et à mesure. Et donc, du coup, le hip-hop s'est remodifié. Parce qu'à un moment donné, dans les années 90, on dansait comme ça. C'est les mains qui dansaient, le corps, il ne dansait plus. Parce qu'on était dans le rap à fond, il n'y avait plus pratiquement de danse et tout ça. Mais c'était en fait ce qui fait que c'est une réalité. En plus de ça, après que j'ai voulu quand j'ai ouvert mon école, parallèlement, j'avais déjà une compagnie, donc Amélie, il nous a aidés aussi, qui s'appelle Un Point C'est Tout. Un Point C'est Tout, c'est vraiment une compagnie qui me tenait à cœur, avec aujourd'hui des grands danseurs qui sont sortis de cette compagnie, qui font beaucoup de choses aujourd'hui. Il y en a même d'autres qui sont metteurs en scène pour du Bosque. Il y en a d'autres qui ont une école à Marseille. Il y en a beaucoup qui tournent. Et du coup, maintenant, on est moi, j'étais dans la transmission. Mon but, c'était la transmission pour ne pas que notre mouvement il se perde. Donc, quand j'ai fait cette école, c'était pour ce but-là. Et du coup, au fur et à mesure, ça machin, je vous dis maintenant, ça fait 21 ans que je fais ça. Et j'ai toujours l'école maintenant. Mon école se trouve à Gambetta, dans le 20e. Et du coup, au fur et à mesure, il y a des gens qui ont commencé à venir. Ça venait de l'étranger, de la Russie, d'Italie, un peu de partout. Au fur et à mesure. Et donc, du coup, c'est devenu. Et aujourd'hui, je suis hyper satisfait que
grâce à mes idées de départ, qu'il y a eu beaucoup d'écoles maintenant qui sont ouvertes en France, de danse hip-hop. Et ça, c'est... Parce que les gens me disaient, mais comment tu as fait pour ouvrir une école? J'ai dit, toi, tu peux le faire. Simplement, c'est qu'est-ce que tu veux mettre dans ton école? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelle est la pédagogie de ton école? Quelle est la méthodologie de ton école? Quelle est la méthode que tu emploies pour pouvoir... Qu'est-ce qui va se passer dans ton école? Il a fallu que je travaille dessus, que je prenne aussi des profs. Mais les profs, il faut les sélectionner. Il faut sélectionner des gens pédagogiquement qui sont capables de comprendre un élève ou de pouvoir l'accompagner. C'est important. C'est comme si je pourrais prendre le petit et je lui dis, tiens, je vais te mettre sur la tête. C'est pas possible. Parce qu'il n'est pas prêt pour être sur la tête. Il faut quand même qu'il grandisse. Voilà. Parce que souvent, quand on ne sait pas, je vois des fois des petits qui n'ont même pas 8 ans, on les met sur la tête. C'est pas normal. Parce que le corps, il prend cher. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Comme j'ai dit, nous, on est des enfants des Américains. On va dire de l'Amérique, parce que c'est eux qui nous ont ramené ce côté hip-hop. Et du coup, nous, on est là aujourd'hui. Le hip-hop, il est maintenant en France. Il est partout, sur toute la planète. Il y a du hip-hop. Vous pouvez aller n'importe où dans le monde, il y a du hip-hop. Vous allez en Chine, les Chinois, ils sont loin. Les Japonais aussi, ils sont loin. Coréens, je ne vous en parle même pas. C'est tous des... Vous savez, hein, les Japonais, il y en a un qui fait un doigt comme ça, ils ont tous le doigt au même niveau. Ah oui, ils sont comme ça. Ils rigolent pas, en fait. Nous, on est les Français, on aime bien jouer et tout ça. Mais eux, quand ils dansent, c'est du sérieux. Voilà. Ils dansent, c'est du sérieux. Ils ne sont pas là pour s'amuser. Et même, je vous raconte encore une histoire, c'est que les Japonais, à force, même les Asiates, des fois, ils s'entraînent même à avoir, comment dire, la facilité de nos jeunes Français, quand ils dansent, ils ont le sourire et tout. Et le Chinois et le Japonais, ils dansent comme ça. Donc du coup maintenant, ils apprennent aussi à se créer le sourire. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent même pour apprendre tout ça. Et c'est fou, hein. Parce qu'eux, ils sont tellement comme ça que... Et du coup, aujourd'hui, on est là pour vous montrer un petit peu les différentes facettes du hip-hop.